Bonsoir, bienvenue dans RS spécial Dakar, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis tout de blanc vêtu pour c'est beau. Annonciateur de mauvaises nouvelles. Ah non. Mais si, Anthony, fais ton comédien, j'ai des mauvaises nouvelles. Ah non, c'est pas vrai. Eh oui. On est bon, hein. Ah, on est très très bon. Surtout l'un plus que l'autre, et je parle de toi. Oui. Non, c'est très bien. Bon, j'ai beaucoup de progrès à faire. Non, tu as fait la commedia dell'arte. Non, bah si, alors là. C'est ça, c'est beau. Bon, énorme première étape marathon, première partie d'étape marathon dans ce Dakar qui n'en finit plus d'avoir de rebondissements. Comme vous dites dans le chat, sanglier. Voilà. Maintenant qu'on sait, évidemment, nos amis belges. Ça se trouve, c'est une grosse connerie. Non, bah, peut-être. On ne saura jamais, c'est pas grave. Bon, effectivement, on va parler de ce qui s'est passé. Malheureusement, ça ne vous a pas échappé, l'abandon de Loeb. Je le disais dans la story avec Xavier de Soultré aussi, qui a eu des petits soucis, qui n'a pas abandonné, attention. Non. Mais qui a perdu du temps, on en parlera avec les ambassadeurs. Mais avant ça, nous allons parler de ce sommaire. Voilà. C'est là. Vraiment, Rodriguez. C'est ça. Je ferai pas Tatiana Silva dans la vie. Hein. Vraiment, je vais pas y arriver. Bon, tu vas nous parler de l'étape du jour. On l'a dit, ce marathon qui commence avec beaucoup de remue-ménage, de changements. Et en tout cas, il y en a qui tiennent bon. On va en parler, évidemment. Des belles surprises. C'est ça. Alors, le Dakar Classique, on va en parler, mais sachez que nous n'avons pas de nouvelles du concurrent Simonet. Alors, on sait très bien que ça se passe bien, mais il n'y a rien sur ces réseaux. On en parlera quand même un petit peu. Mais il n'y a pas beaucoup de réseaux et surtout, c'est une longue étape, donc ils ont un petit peu plus galéré. C'est ce que j'allais dire parce qu'on a cherché aussi à avoir des images d'Olivier Pernot. On n'en a pas eu parce qu'ils n'ont pas de réseau, mais on en aura demain. Et évidemment, on parlera de l'Ultimate avec ce qui s'est passé, l'abandon de Loeb. Est-ce que Nasser Al-Attiyah arrive à rester aux commandes ou pas, surtout ou pas. Et on parlera du SSV, de nos ambassadeurs BF Goodrich, de la moto, des malmotos aussi. Ouais, parce qu'il y en a qui. mais franchement, tu vas voir qu'il y en a qui sont dans le classement, dans le top 15 en malmoto. C'est des tueurs et ils sont français. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Et tu nous parleras de l'étape de demain qui n'est qu'une suite de ce marathon. Mais un gros morceau quand même. Énorme morceau. Non, mais je crois que ce Dakar fait partie des plus durs qu'on a eu ces dernières années. J'aimerais pas être sur une première participation et taper sur celui-là. Je sais pas ce que tu en penses. D'un autre côté, tu prends le plus dur tout de suite et après, tous les autres seraient faciles. Donc, c'est deux choix, deux visions différentes, mais en tout cas, c'est un des plus durs. C'est ça. Et Dark Evan nous dit, il n'y a pas la catégorie camion dans le sommaire. Oui, bah... Alors, on ne peut pas en parler tous les jours non plus. Bon. C'est ça. Non, on l'a pas mis dans le conducteur aujourd'hui, mais on en parlera régulièrement. Après l'étape de repos, on refera un petit point. C'est ça. Exactement. Bon, en attendant, je le disais, on va parler de cette étape du jour. C'est l'étape 4, première partie de l'étape marathon. Est-ce qu'on a eu beaucoup de pièges au rendez-vous ? Est-ce qu'on a eu beaucoup de pierriers et de pierres aiguisées ? Oh oui. Étape empirée, gros défi de navigation pour cette première partie de l'étape format marathon. Donc en fait, là, on voit les petits lacets. Ça paraît rien, mais ça a causé beaucoup de soucis aux concurrents, que ce soit moto ou auto. Beaucoup de risques finalement aussi avec des pierres roches volcaniques, donc assez tranchantes, assez coupantes. C'était très difficile. Fallait vraiment manœuvrer idéalement son engin, j'allais dire, que ce soit moto, auto, camion, SSV. Les risques de crevaison, parce qu'il faut bien en parler, étaient nombreux en arrivant à Alula. Peu ont été pris au piège, mais il y en a quand même eu. Et donc, on va expliquer évidemment toutes les raisons pour lesquelles ces concurrents étaient plus en difficulté. Exactement, c'est vrai qu'on l'a vu sur la première partie de cette vidéo, c'est qu'ils sont sortis des dunes pour des parties avec énormément de pierres, de pistes, mais pas avec du sable. Et donc, du coup, ça change la donne. C'est une partie qu'on n'avait pas eue, qui était vraiment au rendez-vous et qui a causé beaucoup de pièges, comme on le disait. 415 km, tu disais, de navigation, c'était très compliqué. Ça s'est vu sur la map. Exact. Que c'était clairement plus difficile. Mais en tout cas, je voulais revenir sur le format, parce qu'on a eu le format 48 heures chrono, qui était un marathon, mais là, c'est un autre marathon. En quoi est-ce qu'il est différent ? Alors, 48 heures chrono, en fait, c'était sur la même spéciale qui était autour de Bichat, donc on le voit sur la map, là, ici. En fait, on devait s'arrêter, pour les concurrents, en tout cas, avait 6 possibilités de s'arrêter, 6 bivouacs temporaires de créer. Il fallait monter sa tente, il n'y avait pas le choix, pas d'assistance, c'était vraiment chacun pour soi, j'allais dire. Là, l'étape format marathon, c'est encore un petit peu différent. À Alula, il y a des grandes tentes qui sont quand même construites par l'organisateur, ou en tout cas montées par l'organisateur, donc on peut tous être ensemble sous une même grande tente, mais on a le choix, et certains motards d'ailleurs décident de faire ça, de s'isoler et d'avoir sa propre tente aussi. Donc ça, c'est au choix de chacun. On a une demi-heure de réparation pour les motards
de rallye GP, 1 heure pour les motards rallye 2, et puis pour les autos, on a un petit peu plus de latitude, j'allais dire. On attend le camion d'assistance, on peut faire de la mécanique toute la nuit, et on a un petit peu plus de liberté. Mais si on fait de la mécanique toute la nuit. Oui, mais si on fait toute la nuit, on est fatigué et on n'est pas en forme pour arriver à Isle avant la journée de repos. Mais attention, tu le dis, il faut le faire soi-même, ça qu'on a les camions qui viennent, c'est ça, c'est pas... Il n'y a pas d'assistance officielle. Le bivouac, lui, il est à Isle déjà. On est passé de Al Anakia pour aller à Isle, alors que les autos et les concurrents, eux, sont allés à Alula pour cette première partie d'étape marathon, donc quasiment 1000 km à faire en 2 jours. C'est vraiment un énorme morceau. On se rend compte qu'il y a eu le prologue, un 48 heures chrono d'enfer, une autre étape pour amener à un autre marathon, et ça s'arrête jamais. Non. Et notamment, on se dit que c'était le marathon qui était le plus dur, mais on a bien vu que ce qui s'est passé hier n'était pas une partie de plaisir, et même si ce n'était pas un marathon, ça a causé bien du souci à des favoris, notamment Sébastien Loeb, parce que quand on a quitté l'émission, il avait eu son accident, on n'avait pas récupéré les images, mais on les a aujourd'hui, évidemment, vous les avez tous vues, on les a même diffusées sur les réseaux sociaux, mais... il n'a pas pu repartir ce matin parce que l'arceau a été touché comme Carlos Sainz en fait. Exactement. Quelques minutes après qu'on ait terminé notre émission, eh bien, on a eu la confirmation. Alors là, on revoit les tonneaux de Sébastien Loeb et de Fabien Lurquin. Ils étaient repartis, ils étaient à 1h14 au général du leader Lategan. Donc il n'y avait rien de perdu finalement. Les réparations ont été faites. Il y a eu pas mal de débris qui ont été laissés à ce kilomètre 12. Heureusement, le Saint-Bernard ou la Sainte-Bernard, je ne sais pas, ou Bernard, c'est Cristina Gutiérrez avec Pablo Moreno, sont arrivés pour les sauver. Malheureusement, eh bien, on va revoir les images de cet accident, on va le décrire un petit peu, cet accident. C'est vrai que ça a été une compression qui a été mal gérée, mais Sébastien Loeb l'a dit, de toute façon, si j'avais voulu faire différemment, je pense que j'aurais pas eu de solution. C'était pas possible d'éviter ce problème. Il n'y avait pas de danger qui était noté sur le roadbook. Et certains autres concurrents, dont Guerlain Chicherit, notamment, a dit, mais si toi tu t'y étais pas mis, moi j'y serais allé aussi. Ah, tu crois ? Ouais. Il l'a dit ça ? Il l'a dit parce que, en fait, on voit bien qu'il y a, c'est pas un gros danger, mais la partie vers la droite de la voiture, en fait, a une toute petite, descente. Il y a une toute petite, un tout petit mouvement de terrain, si on peut dire. Et c'est ça, en fait, qui a fait perdre le contrôle à Sébastien Loeb. Il est à peine trop large, mais on est à des vitesses qui sont assez importantes. On a un cap de tenue, il n'y a pas de danger. Donc Fabien n'est pas là à dire attention, fais gaffe et ralentis. Donc il y a une légère compression qui s'est faite. Voilà, on va voir juste dans quelques instants, en fait, le terrain qui descend un petit peu. C'est pas grand-chose, mais on voit. Alors ici, il y a la première bosse. Et puis là, les 2 roues. Ah oui, il y a vraiment un petit dénivelé, quoi. Dénivelé, exactement, qui s'est créé. Donc on était sur le tout bord de cette route. Et là, eh bien, le tonneau. Et il s'en sort bien parce que c'est ce qu'on disait hier. Il repart sur ses roues. Il peut donc quasiment repartir instantanément. J'exagère évidemment parce qu'on doit réparer. Mais enfin, ensuite, il a pu terminer. Et la FIA a donc donné son feu rouge et non pas son feu vert pour que Sébastien continue. On a rentré à ce moment-là le Dacia sous la tente des Sandriders. Et même constat que pour Carlos Sainz, la FIA a décidé de ne pas autoriser cette Dacia à repartir. Alors, ce qu'a regretté d'ailleurs Sébastien, comme son équipe, et puis ça fait partie maintenant des discussions, on estime que la FIA pourrait proposer peut-être une amélioration pour l'année prochaine, pour un règlement Rally Raid un petit peu différent, qui permettrait, en cas de problème comme ça, de pouvoir repartir en ayant des solutions peut-être à proposer pour solidifier un arceau qui serait un petit peu diminué. Ça paraît évident. Je veux dire, quand tu fais un rallye comme ça, évidemment, c'est Amaury Sport Organisation qui s'occupe d'organiser ça, mais la FIA est là pour chapeauter la sécurité. Bien sûr. Mais là, tu fais sortir Sainz et Loeb, où je suis persuadé que... c'est mon avis personnel, mais je suis sûr que les team managers et les mécaniciens disaient ça tiendra et la voiture n'est pas dangereuse. Attention, je m'avance, c'est vraiment des supputations. Non, mais l'équipe disait effectivement, elle pouvait garantir que l'arceau aurait pu tenir en cas de choc, mais la FIA a vu que cet arceau n'était pas idéal et donc on comprend bien évidemment Jérôme Roussel qui lui est le responsable de la sécurité de cette commission Rally Raid. Imagine, il y a un accident et il y a des dégâts corporels. Mais ils ont raison. Je veux pas faire autrement. Des accidents comme il y a eu en F1 dramatiques, ça ne peut pas arriver. Et on dirait, mais qu'a fait la FIA ? Donc, évidemment, ils se blindent, mais c'est vrai que là, ça fait sortir 2
favoris pour la même raison. Ouais. Est-ce qu'ils sont dans le vrai? Est-ce qu'ils n'ont pas mis le curseur un peu trop haut, peut-être? Je ne sais pas. Le Vraiment, j'ai pas problème la aussi, réponse. c'est qu'il y a des homologations. Donc, en début de saison, les voitures passent sous le contrôle de la FIA. Elles sont homologuées. On voit cet arceau là qui est là pour la sécurité, évidemment. Et s'il y avait une modification et que l'arceau puisse être solidifié, parce que ça peut, on peut, c'est une opération qui prend quand même 2-3 heures, mais on peut solidifier, il y a des solutions, mais ça ne serait plus dans le règlement, ça ne serait plus dans l'homologation de la voiture. On nous pose la question, est-ce qu'il y a une marge d'acceptation sur ces arceaux? C'est au millimètre ou c'est quand ça a bougé la structure? C'est terminé. Dès que ça a bougé, c'est terminé. Non, il n'y a pas de passe-droit parce que c'est vraiment la sécurité essentielle du véhicule. Donc en fait, il y a des outils qui sont utilisés et dès qu'il y a un tout petit jour ou dès qu'on voit que l'arceau est un petit peu fêlé, fissuré, c'est terminé, c'est rédhibitoire. Alors en fait, on nous demande aussi qu'est-ce que c'est l'arceau. En fait, c'est typiquement ce que tu vois là, les sortes de losanges, c'est tout ce qui est les barres et qui continuent à l'intérieur parce que finalement ces voitures-là sont ultra légères et les panneaux sont en fibre alors Oui. c'est du carbone ou du plastique, peu importe, mais c'est ultra léger. Mais en fait, tout ça, quand tu as un accident, on le voit quand Carlos Sainz a eu son accident, il arrachait son truc à la main, Bien ça sûr. s'en va instantanément. C'est des feuilles, c'est là pour faire la déco, pour faire le design de la voiture. Je vais même exagérer. On pourrait même rouler sans pare-brise, mais sans bien sûr. porte, sans rien. Mais on l'a vu, les Mini, elles sont revenues, il n'y avait plus rien quand elles ont cartonné. Et concrètement, l'arceau, c'est ça, c'est toute la tubulure qui va de l'arrière du moteur et qui couvre un petit peu l'intégralité de la voiture, qui va jusque dans l'habitacle et qui permettent que quand on a un tonneau, ça ne s'affaisse pas et que les pilotes sont écrasés. Ça sert à ça. C'est de la sécurité avant tout. Mais là, et c'est ce qui empêche aussi les pilotes justement d'avoir des dégâts corporels, comme à l'époque, il y a des 40 ans peut-être, où on voyait dans les rallyes des issues dramatiques. Donc c'est vraiment très important, on comprend cette sécurité très importante, mais là c'est peut-être une toute petite amélioration à faire sur le règlement pour l'année prochaine, parce qu'on est dans un championnat W2RC, championnat du monde, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a des constructeurs, il y a des règlements qui existent, mais pour l'année prochaine, peut-être une amélioration à effectuer. C'est ça, et ce qui est bien, c'est qu'on a une transition qui est toute trouvée. On nous dit, est-ce qu'il peut vraiment revenir ou il est vraiment disqualifié? Et c'est justement ce qui nous amenait sur la partie suivante de ces infos du jour. Et tu voulais nous parler de Mathieu Dovez et de ce Dakar Experience. Qu'est-ce que c'est le Dakar Experience? Raconte-nous tout. Alors, une fois qu'on est hors course, hors classement, on peut quand même continuer. Sauf si, comme le cas que l'on a évoqué avec les autos de Sébastien Loeb ou de Carlos Sainz sont endommagés, parce que là, c'est la sécurité qui est en jeu. Si ce n'est pas le cas, si c'est par exemple le cas de Mathieu Dovez, un motard qui est en Rallye 2 sur une KTM, qui, et pour sa 5e participation, était présent sur le Dakar, il a connu une chute, la moto était en bon état, mais il a perdu beaucoup de temps, il a été en difficulté, il n'a pas été capable de revenir par ses propres moyens au bivouac, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il peut avoir l'occasion de rouler de nouveau et de continuer son aventure à partir de l'étape numéro 6, juste après la journée de repos. Ça sera plus facile puisque les mécaniciens pourront travailler directement. Et ensuite, il sera en Dakar Experience. Donc, on tolère la participation de ses concurrents hors classement, mais ils auront l'opportunité quand même de terminer pour cette édition du Dakar, mais pas officiellement. Ce ne sera pas son 5e Dakar terminé, il en restera à 4. Et évidemment, mais en tout cas, je l'ai appris hier en préparant l'émission avec toi parce que je n'avais aucune idée de ça. Pour moi, c'était abandon, c'était interdit de revenir. Genre, t'as le numéro 415, le 415 n'a plus le droit de se présenter. Je ne le savais pas. Et je suis, rien que pour ça, je suis content d'avoir fait cette émission parce que on en apprend tous les jours. Tu veux nous parler évidemment de moto encore une fois, et de Kové, le constructeur chinois. Exact. Rémi Tissier nous en avait parlé dans Racing Stream. Ouais. Et bien là, on va en parler de nouveau avec Nils Terrick, un Français qui fait partie donc de cette équipe. Il est du sud de la France. Il a été recruté par Kové, par ce constructeur, pour développer en fait la moto. Et il est au développement. Et quel développement? 3e aujourd'hui en Rallye 2 de la spéciale numéro 4. C'est son premier podium d'étape et il est 4e du classement général. Il remplace en fait le pilote qu'on vient d'évoquer, Mathieu Dovez, dans ce classement Rallye 2. Premier pilote quand même, non KTM. Donc il y a 3 KTM. Et puis ensuite, derrière, on a une Kové. Il y a eu des Kové et du coup, je voulais vous parler de ça parce que je vais revenir tout de suite sur moto, le classement moto, parce qu'on en parle souvent, on en parlait hier des Malmoto, donc les concurrents qui sont sans assistance. Ça, c'est dingue. Et justement, le premier Français
il est classé, il était dans le top 15. Attends, là, c'était classement général, classement d'étape. Je vais le retrouver. Ouais. Laissez-moi un tout petit peu de temps, mais vraiment, il est. C'est l'original by Motul. Oui, c'est ça. Non, parce que l'original by Motul, c'est que ça. Ouais. Mais vraiment, on avait je vais le retrouver assez facilement, mais il était hyper bien classé en top 15. C'est fort, Et franchement, c'est ultra impressionnant. Ouais, c'est. Je l'ai pas retrouvé en Malmoto. Attends, vas-y, continue. Parce qu'il y en a un je vais le qui est retrouver. connu, Ça Benjamin m'énerve. Mello, je pense, non? Ah oui, c'était ça. Eh oui, Ah voilà. parce que lui, merci. il est Il connaît ultra tout, il m'énerve. Non, parce qu'il est ultra connu justement dans ce concept-là de faire tout soi-même. Donc Malmoto et Benjamin, c'est vrai qu'il est efficace. On fera un petit point sur les Malmoto aussi, mais là il y avait tellement de choses à dire sur cette première partie d'étape marathon qu'on n'avait pas l'occasion donc d'aller plus loin. Mais promis, on vous écoute, on reparlera des camions, on parlera des Malmoto et on parlera aussi de la mission 1000. Et c'est ça. Et tu voulais parler du copilote François Cazalet, Oui. qui ajoute l'Ultimate à son palmarès. Ah ouais, alors là, franchement, coup de chapeau, parce que j'aime bien mettre en valeur les copilotes. Les pilotes sont importants, mais les copilotes aussi, et les navigateurs, bien sûr. François Cazalet, en fait, il a accompagné Saoud Variawa, qui hier a gagné, donc à 19 ans seulement, une première étape. Et bien, en fait, c'est la même chose pour François Cazalet. Il n'a pas 19 ans, mais par contre, c'est sa première victoire d'étape en Ultimate. Il avait déjà réussi à s'imposer en SSV, en Challenger, notamment aux côtés de Cristina Gutiérrez et de Guillaume de Mévius. Et bien là, il est avec Saoud Variawa et avec ce pilote Toyota. Il a réussi donc à faire une belle performance. Aujourd'hui, ça s'est moins bien passé. On n'aura pas trop l'occasion de revenir sur ce duo. Mais je voulais souligner le fait que François, justement, est là pour finalement accompagner les petits jeunes et leur donner de l'expérience. C'est très bien. Et franchement, c'est des bonnes infos que tu arrives à récupérer dans la journée de préparation. Et franchement, c'est très, très cool. On va parler évidemment des ambassadeurs BF Goodrich. Alors bon, je pense qu'on a tout dit au niveau de Sébastien Loeb. Donc finalement, Xavier Le Soultret. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est son troisième abandon sur le Dakar en 9 participations. Donc c'est pas énorme. Quand on entend dire les gens dire ah ouais, mais Sébastien Loeb, il est toujours à fond, il fait que des erreurs, que des tonneaux. Non, 3 abandons seulement. Il y en a un qui était malheureux, évidemment, avec Peugeot quand ils se sont retrouvés bien plantés au fond d'un trou, en fait, et Daniel Henner avait même été blessé au coccyx. Ah oui, c'était ça, Sinon, il a fait 2e en 2017, en 2022, en 2023, 3e en 2019, en 2024, et là, honnêtement, il était à 1h15, c'était quand même encore possible pour se placer sur le podium. Ouais, le podium était encore rattrapable. La victoire semblait un peu compliquée, mais le podium pouvait encore se faire, mais il aurait fallu que ça bouge devant. En tout cas, là aussi, ça a bougé. C'est en SSV avec Xavier de Soultret. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il a perdu la première position? Ah oui, et largement. De loin? Ah oui, parce que c'était une étape très très difficile, on le disait, assez cassante. Il y a eu des petits soucis techniques aussi. Il y a eu au niveau des pneumatiques, mais vraiment ça a été une petite goutte d'eau. C'est vraiment le problème technique sur son SSV qui a été la grande cause de ses malheurs. Il a dû réparer, changer une rotule, changer un cardan. Et là, le problème, c'est que ça se chiffre en grosses minutes, voire même en heures. Donc on y reviendra dans le classement SSV. Il reste bien placé sur le podium, mais pour succéder à lui-même, ça va être difficile. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je suis sur le classement. C'est vrai que là, sur le classement général, c'est Brock Hager qui est devant. Et là, il a 1h20 derrière. Hein. Ouais, on y reviendra plus précisément. Ouais. Mais ça se passe mieux pour un autre ambassadeur, Christian Lavieille. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, alors, franchement, bien. Il a été en difficulté sur le 48 heures chrono un petit peu plus. Lui aussi a eu des problèmes, il a fallu réparer. Là, cette fois-ci, il a été prudent avec son numéro 213, donc Christian Lavieille, sur ce MD, cet Optimus MD Rally Sport qui fait une razzia, parce qu'il y avait 13 voitures, je crois, engagées par cette équipe donc venue du nord de la France. Et aujourd'hui, il est 3e dans cette spéciale numéro 4, Christian, et il remonte toujours, enfin en tout cas, il se replace 4e au classement d'Euromotrice, mais à un rien de la 2e place. Ah ouais, c'est que dalle, c'est à 10 minutes de la 2e place. Par contre, la première sera compliquée. D'ailleurs, c'est un Français, c'est Pierre Lachaume et Christophe Crespo qui sont en première position du classement d'Euromotrice en 26h10 et Christian est en 27h01. Donc bon, 50 minutes, il peut encore se passer des choses, mais c'est vrai que pour la 2e position, c'est 10 minutes devant. Autant vous dire qu'avec un excès de vitesse ou le moindre pépin sur la route, ce sera facilement remontable. Donc, en tout cas, on croise les doigts pour lui. Oui. On avait une vidéo, je crois, de Christian qui a aménagé sa voiture. On regarde ça. On vient d'arriver à Aloula, étape marathon, plus long que prévu, beaucoup de pierres, très cassant. On était vigilants parce qu'on avait très peu de routes de secours pour tout le monde ce soir, donc on a tout fait, on a fait 0 crevaison. On sort 20e voiture, on a dû partir 24 ou 25.
On n'a pas été bon en âme, on a perdu du temps à plein d'endroits, mais je pense que c'était pour tout le monde pareil. Oui, c'était vraiment compliqué comme étape. Stressante, je dirais. Ouais. Stressante. C'était super long la fin, on a fait que des wets, plein de cailloux, il y avait de quoi courir de partout. Il y en a qui, d'ailleurs, Toby Price avec Sam Sunderland, ils sont arrêtés, ils attendent des roues de secours. Nous, nos roues sont là, on a un petit problème à régler technique, on va faire ça parce qu'il n'y en a pas d'assistance. Donc on espère pouvoir réparer tout ça et puis demain, ça sera notre journée. Il fallait être là, on a aménagé la voiture tout le long, on aurait pu rouler plus vite, c'est sûr, mais... Ouais, mais il aurait pu rouler plus vite, mais en attendant, non, il a bien fait. Il a l'expérience. Eh oui. Parce que rouler vite pour après s'arrêter 2 heures, ça sert pas à grand-chose. Ah, c'est ça, ouais, on le voit, là, quand il faut rattraper 1 heure, il a raison de ménager sa monture pour essayer de rallier l'arrivée et d'avoir le podium ou peut-être même la victoire de sa catégorie. Ah bah oui, on l'accueillera avec grand plaisir, évidemment, Christian, pour fêter une victoire. Ah ouais, ce serait magnifique. On nous a demandé si les équipements des roadbooks étaient optionnels, c'était à acheter ou c'était fourni par l'organisateur. Je n'ai pas cette réponse, mais je pense que clairement, ils vous disent qu'il faut acheter tel modèle et qu'après, on rentre le roadbook de la journée, mais ce n'est pas fourni par l'organisateur. Il y a quand même les tablettes pour les motos qui sont une nouveauté, j'allais dire, c'est plus une option, c'est obligatoire maintenant de l'avoir. Donc il y a quand même une fourniture assez importante, mais c'est ce qui a causé des petits soucis sur certains concurrents. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure pour les motards, mais c'est vrai que quand on casse le switch, comme ce qui a été le cas pour Adrien Van Beveren, le problème, c'était dans la spéciale numéro 2. On peut plus, comme à l'époque, quand c'était du papier, tourner son roadbook et quand même faire quelque chose. Là, c'est tout électrique, donc à un moment donné... ça devient un petit peu plus peut-être compliqué, moins fiable. Et d'ailleurs, cette tablette, elle a causé souci. Et on l'a appris après l'émission, donc c'est pour ça qu'on va le préciser et le repréciser, mais au leader donc, de la catégorie moto, qui a eu quelques petits ennuis à ce niveau-là. Très bien. Pas de virgule classique cette fois-ci, parce que comme je vous le disais, Valentin Simonet, nous savons juste qu'il est 24e au général, mais pas de story, pas de vidéo YouTube à suivre demain, et on le sait... parce que, comme je le disais sur le sommaire, on a la même chose avec Olivier Pernot, où on sait qu'il ne capte pas, donc il n'y a pas de vidéos qui sont arrivées sur ses réseaux. Donc on le sait que c'est ça qui est problématique, il ne s'est rien passé de spécial. Mais Dakar, voilà. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas de classique à vous montrer aujourd'hui, mais on fera le point demain, évidemment, parce qu'ils vont arriver à l'étape bientôt pour se reposer, pour l'étape de repos. Donc là, c'est sûr qu'on aura de quoi faire. En espérant qu'il ait effectivement du réseau à l'étape de repos, parce que ça ne va pas être si simple. On sait que Heil, on y reviendra en fin d'émission, mais il ne fait pas très chaud, le réseau n'est pas non plus idéal, donc c'est une étape de repos costaud, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, je suis en train de voir là, il est 21. Il a remonté. Ah, j'ai dit 24, il est 21, c'est beau. C'est mieux. J'aime me tromper quand c'est comme ça. Et ça, c'est très très bien. Bon, en tout cas, on va parler maintenant de l'Ultimate. Il s'est passé du coup aussi beaucoup de choses avec un Nasser Al-Attiyah un peu en galère. Je vous propose de vous parler ça tout de suite dans l'Ultimate. Ouais, là, il a eu quelques soucis. Nasser, pourtant, il roule propre, il roule nickel, il arrive à garder le rythme, mais là, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, au tout début, on l'a dit, les rochers, les cailloux, particulièrement coupants aujourd'hui, pas mal de crevaisons. On est quand même dans des endroits où c'est de la roche volcanique. On avait vraiment un scénario qui invitait, j'allais dire, les pilotes à se faire piéger à ce sujet-là. Les lames étaient ultra aiguisées en permanence, donc pour éviter les crevaisons, il fallait rouler moins vite. Mais si on roule moins vite, on perd du temps. Donc c'était vraiment faire le choix. Ils savaient à quoi s'attendre. Tu roulais vite, tu savais que c'était les risques. Et Je pense même pas qu'ils ont roulé si vite que ça, mais ils ont roulé un peu plus vite que ce qui aurait été nécessaire pour passer sans encombre. Donc, ça fait partie du jeu, évidemment. Choix de pilotage par certains. Ce sont les péripéties du Dakar, évidemment. Donc, premier problème, première crevaison donc pour Nasser Al-Attiyah. Il y en a eu plusieurs, mais surtout, il y a eu un problème de cardan. Et le problème de cardan, ça a été le moment où il a perdu énormément de temps, à l'arrière droit notamment, et qui ils ont attendu Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno. Ah ouais, c'est fou. Et ils ont regardé Gutiérrez, du coup, elle pointe à la 50e position en général à cause de ça. Non, mais c'est sûr. De toute façon, elle est même, je crois qu'elle est même plus dans le classement parce que justement, elle a été aidée. Mais elle est à 50 heures de c'est n'importe quoi. Ah bah oui, il y a eu des pénalités. Oui. Dani Roma, lui, il est plus dans le classement. Par contre, il peut encore rouler, évidemment. Il peut aider ses petits camarades. Là, on voit Pedro Moreno, qui remet une roue de secours qui lui appartenait au cas où pour Nasser Al-Attiyah. Donc vraiment, il se sacrifie, Moreno et Gutiérrez. En tout cas, ça a permis
à Nasser Al-Attiyah de limiter les dégâts. 45 minutes initialement de perdu, sauf qu'il a roulé comme un calu, ce qu'il sait faire, hein, évidemment. Il a pris 12 minutes dans les derniers kilomètres. Donc, en fait, il arrive à 33 minutes du vainqueur de la spéciale, ce qui n'est pas grand-chose, franchement, au vu du temps qu'il a perdu. Donc, bravo à lui, parce que reprendre 12 minutes sur une spéciale comme ça, sur une fin de spéciale où on sait qu'on n'a plus beaucoup de jokers, bah voilà, de toute façon, il n'avait plus rien à perdre. C'est ça. Bon, en tout cas, je suis mauvaise langue. Je dis que Al-Raji va se sortir. Il n'est pas sur la longueur et il me prouve le contraire tous les jours. Donc, mea culpa. Ah bah oui, parce qu'on va en parler. P1 aujourd'hui. Ah ouais. Non, mais franchement, Yazid Al-Raji sur ce Toyota. Faut encore bien préciser qu'il a la connaissance du terrain. Le Toyota, c'est un Toyota qui est ultra connu, évidemment, fiabilisé. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. C'est pour ça qu'on n'a pas compris certains pilotes qui sont partis de chez Toyota pour aller pour d'autres concurrents. Mais voilà, en tout cas, tant mieux pour Al-Raji. Son Dakar 2025 se passe bien. Il était 3e sur le podium donc en 2022. Il est parti 18e ce matin sur la route et ça a été l'homme fort de cette journée. C'est son premier scratch du Dakar, tout simplement, Yazid Al-Raji. Et il avait perdu 11 minutes hier sur Al-Attiyah. Ben, il en prend 33 aujourd'hui. Donc, comme quoi, c'est pas si mal. Il était tombé du podium hier. Il est de retour sur le podium provisoire. Deuxième à seulement 6 minutes 54 de la Tegane. La Tegane à 4 minutes 51, donc P2. Pour lui aussi. Et en fait, la Tegane, il est fort. Hein, lui, il creuse et il commence à être bien. Ça, pour la journée de repos aussi, on commence à poser une option, à voir un petit peu qui se détache. Et la Tegane, il fait ce qu'il faut là. Ah oui, parce qu'avec son Toyota, tiens, encore, il fait P2 aujourd'hui. Il avait 7 minutes 17 d'avance sur Al-Attiyah. Et maintenant, au général, il a 6 minutes 54. Autant dire quasiment pareil. C'est pas sur le même équipage, mais c'est pas grave. Lui, ce qu'il vise, c'est d'avoir de l'avance. Il a toujours ses 7 minutes d'avance, cette fois-ci sur Al-Raji, à la sortie donc de cette première partie de l'étape format marathon. Mais elles sont impressionnantes, ces Toyota de performance. C'est vrai que Nasser Al-Attiyah, il a toujours été longtemps été chez Toyota. Chez Toy, et c'est vrai que... Il a gagné aussi avec Volkswagen. Hein. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. À l'époque, il y avait déjà Sainz ? Ah ben bien sûr. C'est ça, ouais. Ah, c'est vrai qu'elle marche fort. On n'a pas parlé, par contre, du coup, de chez Ford. Et non. Avec Ekstrom, qui était en 9e position avec un 16,57 sur cette étape. De retard, parce que lui a pris des risques aussi. C'est le seul représentant Ford qui peut encore vraiment viser la victoire. J'oublie pas Mitch Guthrie, mais il est un petit peu plus loin. Et Matthias Ekström, il a lui aussi dû remplacer une roue. Le truc, c'est qu'il a été très rapide. Hein. Il a perdu 3-4 minutes, oui, mais bon, ça, plus des erreurs de navigation, parce que c'était un vrai défi dans ces canyons en début d'étape, eh bien, il a perdu 16 minutes 57, donc 9e, mais 9e de la spéciale et de l'étape, mais il reste 3e quand même du classement général, donc c'est pas rien, à 21 minutes quand même cette fois-ci, alors qu'il était hier à moins de 15 minutes. Justement, la transition est toute trouvée parce qu'on en parle tous les jours, mais aujourd'hui, les choses commencent à bouger, notamment avec Nasser Al-Attiyah qui a rétrogradé dans ce classement directement à la 7e position au général. C'est un Français, Mathieu Serradori, qui est 4e au général à seulement 8 minutes du podium. Et il est à 30 minutes de la Tegane. On peut encore se dire, un Français peut gagner ce Dakar, ce serait Mathieu Serradori. Mais il est incroyable, Mathieu Serradori. Il a fait 3 victoires en 2 roues motrices, et puis là, il passe en 4 roues motrices, donc en Ultimate avec ce CR7, ce Century, donc une marque d'Afrique du Sud, et c'est franchement... fantastique ce qu'il fait, parce qu'un podium est largement possible. Il a 9 minutes simplement de Matthias Ekström et il est 4e donc du général, tu le disais. En fait, il a aussi voulu souligner le travail de Loïc Minaudier, son copilote. C'est pour ça que j'aime vraiment bien mettre en valeur les copilotes. Voilà, à gauche de l'image, hein, Loïc, qui l'incite à attaquer, qui fait un excellent travail de navigation, qui fait que les deux haussent leur rythme finalement, à la fois dans la dictée de notes et puis à la fois côté pilotage. Donc vraiment, Mathieu Serradori, possible encore une fois de bien figurer. Il avait déjà marqué l'histoire en 2020. C'était une petite anecdote que je voulais vous donner aussi, quand il avait signé un meilleur temps d'une spéciale devant un certain Fernando Alonso. Il avait privé Alonso d'une victoire d'étape alors qu'il était en 2 roues motrices. Et il avait marqué l'histoire parce que c'était la première fois qu'un privé, depuis 88, avait réussi à faire ça. Donc, est-ce que, avec ce Century, il pourrait décrocher la victoire? Ce serait pas mal. Ce serait génial. Ça serait un nouveau vainqueur dans ce Dakar. Pour l'instant, il n'y a que Nasser Al-Attiyah qui est ancien vainqueur et qui peut encore s'imposer. Donc là, il va certainement y avoir un nouveau vainqueur cette année. Ah, ça va être énorme. En tout cas, j'espère que pour Mathieu, ça va le booster de voir ce podium qui est devant lui. Faut pas
trop le vouloir non plus. Non, Voilà, mais- faut laisser les choses venir. C'est un peu comme les 24 heures du Mans. Voilà, c'est ça la marche course qui bien. vient à soi. Ça marche bien, Ça marche. et ça c'est cool. Franchement, vraiment, j'espère que ça va bien se passer. Par contre, là où ça s'est très mal passé, et c'est en dents de scie. Un jour, ils sont par terre, ils font même des accidents. Le lendemain, ça se passe bien. C'est les mini. Guerlain Chicherit qui a fait P22, 35 minutes 29 du vainqueur là au scratch. Ouais, encore en dents de scie, c'est compliqué, mais ça s'explique aussi par le fait qu'une fois ils sont ouvreurs, une fois ils sont derrière, et puis on essaye de rattraper du temps, on essaye d'attaquer. Dans ces canyons, c'était très très compliqué pour Guerlain. Il a fait une étape assez délicate, surtout la fin de cette spéciale. 35 minutes de lâcher donc sur ce chrono. Il est à 1h20 désormais. Il est encore en bonne position, un 12e. Oui, oui. Mais à 1h20, ça commence à chiffrer, sachant que les difficultés sont de moins en moins nombreuses, on va dire, au fil du temps, hein, puisqu'on va arriver à la fin de cette première semaine. Donc Guerlain est quand même placé. C'est beaucoup moins bien pour son équipier. Hein. Ouais, c'est clair. Justement, son équipier, Guillaume de Mévius, avec Mathieu Baumel, des soucis mécaniques, Ouais. des accidents. Ils n'ont pas Non, cartonné. pas accident. Il s'était ensablé ça il y a 3 Ouais, jours. ouais. Là. Donc là, on revoit avec Mathieu Baumel comment ils avaient essayé de gérer ça. Mais 56e là Ah ouais, 56e. Mais attends, mais 56e à combien de temps 1h06 Ouais. Non, ouais, même combien Plus Franchement, Non, je vais regarder. 3h32. Il est à 3h32. Il est ultra loin. Il est ultra loin. Au général, hein, je parle. Hein. Ah oui, C'est- oui. C'est très très loin. Il a perdu 1h06 dans cette spéciale-là. Oui, c'est ça, moi je parlais de l'étape. Hein. Mais 3h32 au général, c'est terminé. Hein. Pour lui qui avait terminé, lui, deuxième justement du Dakar l'année dernière avec un Toyota. Bon, il est passé chez Mini. Ça ne lui aura pas vraiment porté chance, j'allais dire. Ouais. Et puis le troisième larron quand même, hein, je le cite maintenant depuis 2-3 jours, Joao Ferreira, qui est 9e du général à 1h11. Donc on est juste à quelques minutes près face à Guerlain Chicherit. Donc on peut peut-être jouer la course d'équipe. À dire quand même, hein, je voulais le souligner, mais la famille Beau aujourd'hui a été pour Mini les meilleurs représentants. Donc Lionel et Lucie Beau, la famille, donc papa et la fille. Et ben voilà, ils sont en rallye d'habitude. Ben là, en rallye raid, ils sont réussis dans cette spéciale à être les meilleurs placés chez Mini. C'est bien. En tout cas, on va parler maintenant aussi des Toyota. Hein. 5 oui. Toyota dans le top 10 au général. Last Mais pas but les not mêmes. least. Non, last but not least. Donc on a parlé de la Tegane, on a parlé d'Al-Radji. Il y a aussi Moraes, qui est 5e du classement général donc, de ce Dakar. Jacopini, qui a fait 3e temps aujourd'hui. Eh ben, il est remonté, il est 8e désormais. Tu sais que Gutiérrez, il a fait P12 quand même hein, sur C'est vrai. l'étape. Hein. Ouais, c'est Alors ouf. qu'il s'est arrêté, Mais c'est oui, ça oui, qui est assez dingue. Mais donc Jacopini 8e, Manamal l'estonien 10e. Donc c'est quand même du tout bon pour Toyota. C'est du moins bon par contre, Christian Lavieille en a parlé, pour Toby Price. Bah oui, il fallait bien que ça arrive, hein, des premiers, Ah oui. les premières galères on va dire. Voilà, les motos sont un petit peu plus étroites que les autos, donc bah forcément, quand on est en auto, on essaye de perdre le moins de temps possible et prendre des risques sur les pierres coupantes. Eh bien, c'est ce qui malheureusement a touché Toby Price. Il a dû attendre On longtemps. voit, regarde la Mais gueule oui. de l'étape, quoi, les pierres, mais t'es des clous, quoi. Non, mais c'est pour ça peut que couper. Et le vrai problème pour Toby Price, c'est qu'il a eu 3 soucis techniques et donc il a dû attendre le camion d'assistance. Et Ah là, oui. on perd, ça se compte en heures. Hein. Ah ouais, c'est très très compliqué. Donc il termine, je sais même plus combien il termine parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Toby Price, j'avais même pas son classement. Et ouais, Il est ultra loin parce qu'hier il a perdu 18 minutes, mais là aujourd'hui, Toby Price, je vais essayer de voir et je ne vais pas confondre avec et Sarah Quintero, Price, par contre, lui, il a fait 142e, il a perdu Oh là 5h34. 5h34 aujourd'hui, Toby Price. Ah, c'est terminé. Énormissime. Et là, on nous demandait des news de cette Quintero à 5h27. Donc, il a fait 1h04 1 heure pile, pardon, de délai, 34e position. Ouais, mais au général, il est loin. Hein. Ah bah là, c'est descendu très très fort. Justement, on va regarder ce classement général avec les 2 tableaux. On a les 2 tableaux aujourd'hui ? On a les 2 tableaux. Ah, c'est magnifique. Évidemment. Regardons ces 2 tableaux. Alors, ça, c'est le classement de l'étape. De l'étape. Avec Al-Radji, Lategan, Jacopini, triplé Toyota, qui plus est. Derrière, on a le Ford de Martin Prokop qui a quand même réussi à faire une bonne étape. Et puis voilà, je le disais, hein, on parlait. Je te le mets là, comme ça tu peux bien voir. C'est bien, Voilà. bravo. Je le disais, c'est vrai que c'est assez intéressant de noter aussi
que on a les Ford qui sont quand même en embuscade avec Mathias Ekström et Mitch Guthrie, donc dans cette spéciale en tout cas, 7 et 9. Julien De Villiers est toujours là évidemment, mais... voilà. 20 minutes, mais pas plus. Pas plus. Il est là. il est stable, il va faire son top 10 comme d'habitude. Et puis donc, vous vouliez qu'on parle des camions, les premiers camions, 22e position quand même pour Martin Macic. C'est quand même incroyable. Ouais. Et donc au général, la Tegane, lui, que ce soit Al-Rajhi ou Al-Attiyah, il s'en fiche, il a quasiment 7 minutes à chaque fois d'avance. Si ça continue comme ça sera parfait pour lui. Mathias Ekström pourrait peut-être faire même son meilleur résultat au Dakar, évidemment, avec un podium. Il est à 21 minutes. Et puis donc, on le dit, les Français, Mathieu Serradori, Loïc Minaudier, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont quand même toujours au rendez-vous. Et je mettrai quand même une pièce sur le retour de Nasser Al-Attiyah parce qu'il n'est que à 35 minutes. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que on nous le dit sur le chat, le Dakar, il est fou. Et on se dit que tout peut changer chaque jour. Pourquoi ? C'est vrai. Parce que, alors, déjà, bravo à David Castera, le créateur, j'allais dire, de ce tracé. Mais aussi à la densité qu'il y a. Les constructeurs nombreux qui sont engagés au Dakar. Là, il n'y a pas un duel Mitsubishi-Toyota, j'en sais rien, je dis des bêtises. Mais voilà, là, c'est vraiment les constructeurs qui sont au rendez-vous. L'année prochaine, il y en aura un de plus. Et c'est ce qui fait que c'est très dense. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je me régale sur ce Dakar et c'est vrai qu'il est ultra technique et on va parler, voilà. Parce que là, tout à l'heure, on en parlait justement, le scratch. Le scratch, c'est quoi ? C'est le classement général, toutes catégories confondues. Exactement. C'est-à-dire que quand, par exemple, aux 24 heures du Mans, au scratch, il peut y avoir une LMP2 qui vient se glisser au milieu d'hypercar. Exact. Et c'est ça qui peut se passer. Comme hier, on en parlait, Xavier de Soultret, qu'on voit qui est aventuré en rouge, était au milieu d'Ultimate. Il avionne tellement qu'il arrive à se retrouver au scratch, du coup, classé au milieu des voitures. Donc c'est ça le classement vraiment général du général. Ouais, exactement. On parle de Xavier de Soultret, justement. Oui. Parlons de SSV, switchons de catégorie. Bon, alors, c'est Sarah Price qui a fait P1. Une femme qui s'impose, et ben voilà, on parle souvent de Cristina Gutiérrez, et bien Sarah Price, elle était aussi en vue en SSV, c'est son deuxième Dakar, elle a terminé 4e de la catégorie l'année dernière, et elle ne peut plus rien espérer au général, elle veut, et elle l'avait annoncé, gagner des spéciales, et ben c'est chose faite, elle a réussi à s'illustrer avec Sean Berryman, donc elle a pris les commandes au 192e kilomètre, elle les a jamais lâchées, et elle a 1 minute simplement, pas beaucoup, 1 minute 08 d'avance sur la spéciale, sur Chaleco Lopez, donc elle a réussi à faire ce qu'elle a annoncé. Deuxième Dakar pour elle, et arriver à faire P1 dans une victoire d'étape, c'est complètement fou. Surtout dans une spéciale comme celle-ci, où il y avait beaucoup d'enjeux de navigation, il y avait beaucoup de... Mais rien n'est pire. Oh là là là. Ah mais c'est vraiment, il faut faire attention, et même en faisant attention, on peut quand même se faire piéger. Ah ouais, franchement, un truc de fou. Chaleco Lopez, tu le disais, à 1 minute derrière, et 4e du général, à 2h22 de Brock Hager. Il a beaucoup perdu dans le 48 heures chrono, il a perdu 2h40 dans le 48 heures chrono, donc il se retrouve à 2h22 au général de Brock Hager, 4e donc du général, il limite les dégâts, j'allais dire, pour Can-Am, parce que face à Can-Am, on a les Polaris. Ah oui. Mais il a été pénalisé, Hager. Aujourd'hui, Hager pénalisé de 15 minutes, et pourquoi ? Donc l'équipier de Xavier de Soultret. On n'a pas eu l'information précise. Je ne pense pas que ce soit des excès de vitesse. Est-ce qu'il n'aurait pas raté ou été un petit peu trop loin d'un waypoint ? Bon, à vérifier en tout cas, mais 15 minutes de pénalité, ça ne va pas changer grand-chose. Mais il termine à 18 minutes dans cette étape. J'allais dire, pour lui, heureusement que son équipier Xavier de Soultret a connu des problèmes parce que sinon, c'était la victoire potentielle qui aurait pu peut-être lui échapper. Là, les écarts sont très très gros en SSV. C'est monstrueux, mais du coup, là, on en parle de Xavier de Soultret qui a eu des gros soucis, qui a laissé échapper la victoire, enfin non, le top à Brock Hager sur le général à Brock Hager. Maintenant, il se retrouve 2e à 1h21. Des gros soucis, on le disait, des pierres ultra coupantes, des lames de rasoir. Il a roulé vite, c'était le risque à prendre. Puis, mais 3 crevaisons il a fait. Ouais, et puis surtout un bras arrière gauche cassé. Je parlais du cardan également à l'arrière gauche. Donc ça lui a causé vraiment beaucoup de soucis. Il a estimé une réparation à 1 heure environ. C'est ce qui s'est passé. Il termine même à plus. 1h44 minutes de perdu dans cette spéciale. Et donc, forcément, il reste sur le podium, mais très loin de Brock Hager. S'il n'y a pas de souci pour Brock Hager, l'Américain qui peut maintenant voir venir, eh bien, ça va être peut-être la victoire qui s'échappe, même si,
quand même, et on le répète, hein, au Dakar, on sait bien que laisser venir et être un petit peu plus dans la retenue, c'est pas forcément gage de réussite. Hein. Donc il n'est pas dans une position si facile non plus, hein, Brock Heger, et il n'est pas à l'abri pour son premier Dakar quand même, oui, non, mais de faire des erreurs. il peut se passer plein de choses. On n'a même pas terminé la première semaine. Et demain, ils vont pouvoir souffler après avoir fait l'étape de demain, bien sûr. Mais on est loin d'en avoir terminé. Et comme tu le dis, ça, à part à l'époque du Dakar, à Dakar, et que tu faisais le tour du lac Rose, il ne se passait plus rien, ou que ça se terminait à l'avant-dernière étape. Mais aujourd'hui, tout peut se passer jusqu'au dernier moment. Donc, ça, je suis d'accord. Donc là, il y a des choses à dire. Et puis, je voulais aussi citer Jérôme de Sadler. Et oui, évidemment. J'en ai parlé hier. Il fait 9e de cette spéciale. Alors, on se dit, c'est pas grand-chose. Il était leader au début de la spéciale. Il était en tête. Et puis, malheureusement, problème mécanique. Au 41e kilomètre, il était en train de faire la course en tête. C'était peut-être sa première victoire de ce Dakar. Lui qui a terminé quand même 2e l'année dernière, derrière Xavier de Soultray. Donc, c'est pas un amateur complet en SSV. Et il se retrouve 5e du classement général. Donc, il a remonté quand même pas mal de positions, même s'il ne fait que 9e dans cette spéciale. Ouais, en tout cas, ça marche bien. On en avait parlé aussi du Français Florent Vessade et Nicolas Ray chez Polaris, à 53 minutes par contre. Alors, en fait, eux, ils sont dans ce Dakar Experience. Parce qu'ils ne sont pas présentés hier. Oui, tu en as parlé, c'est ça. Oui. Ils ne sont pas présentés hier au départ de la spéciale, donc, parce qu'il y a eu un problème mécanique dans la liaison. Donc, du coup, ils ont quand même pu partir aujourd'hui, mais derrière les camions, donc pas facile non plus. Et ils ont fait un bon travail. 8e de la spéciale numéro 4, juste devant Jérôme de Sadler. Ah, mais donc Dakar Experience, tu as quand même un classement, tu restes dans les classements. Oui, mais tu comptes pas officiellement. Oui, mais en tout cas, petit numéro, si vous avez l'œil, eh bien, en fait, il est entouré de noir en pointillé pour expliquer que oui, la performance est là, mais c'est pas officiel dans ce Dakar. Alors, d'accord. C'est dans le Lifetiming Dakar. Ok, bon, on va regarder ça, mais c'est vrai que c'est passionnant de voir ces petits détails qui ne sont pas forcément expliqués. Est-ce qu'on a des news sur le classement d'Olivier Pernot? Tu l'as eu ça ou pas du tout? Non, il est arrivé très tard. Alors peut-être que dans le classement que l'on a, on va le trouver, mais il est assez loin. En revanche, mauvaise nouvelle pour González Farioli, donc l'autre Can-Am qui aurait pu jouer la victoire. Abandon définitif, là cette fois-ci pour Farioli. Il était déjà à plus de 3 heures de ses adversaires et donc il va rejoindre le bivouac par la route et arriver à Haïl avant de terminer, s'il le veut en tout cas, ce Dakar 2025. Tu vois, tu parlais de Florian Vessade, et juste au-dessus de Florian Vessade, c'est Olivier Pernot et Benjamin Rivière. Ils sont P20 bravo. Au général. Je vais regarder au niveau de l'étape ce qu'ils ont donné. Mais ouais, P20, c'est cool, hein. Ah bah alors, et puis de toute façon, on le disait, finir déjà, c'est une victoire. 21 de l'étape, ils étaient P21. Bah ouais, carrément. Non, c'est bien, P20. On y croit. Ouais, on y croit. Franchement, ça va être très cool. Il y en a pas mal de rookies. On le voit aussi avec ces dossards bleus là. Brock Heger, donc c'est l'équipier de Xavier de Soultray chez Sébastien Le Brassing. Mais on a Hunter Miller et Andrew Short qui font de très très belles choses. Je voulais vous parler d'Andrew Short. Je vous en parle donc, puisque c'est ce soir que l'info arrive. C'est une légende du supercross américain, un ancien pilote. Qui ça? Le copilote, le navigateur de Hunter Miller, c'est Andrew Short, ancien pilote aussi qui a fait 5 participations au Dakar. Et il a fait son retour à la nave. Il était aux côtés de Molly Taylor en 2023. Et donc là, il était à côté de ce tout jeune américain, Hunter Miller. Parfait. Je crois que nous avons fait le tour du SSV. On espère que ça se passera mieux pour Xavier demain et qu'il pourra espérer revenir. On espère un podium au minimum. C'est vrai que la victoire, ça va être 1 heure, là, ça va être compliqué à revenir. Ça peut encore être possible, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de temps de perdu en fait, sur cette catégorie SSV. Quand il y a un problème, le problème frappe fort et on perd beaucoup de temps. C'est vrai, non, mais t'as raison. En minutes, voire même en heures. Il y a encore largement... Et c'est vrai qu'il y a moyen de revenir plus facilement en SSV avec 1 heure de retard qu'en Ultimate où c'est plié. Ultimate, c'est plié. On va dire que le SSV, c'est la porte d'entrée aussi, outre le Dakar classique, pour découvrir le Dakar. Donc normalement en T4, prototype léger, puis en T3, c'est la porte d'entrée parce que c'est un petit peu comme à l'ancienne où même si on perd un peu de temps, mais rien n'est perdu et on peut quand même toujours jouer sa carte. C'est vrai. Merci pour toutes ces précisions. Tout de suite, les motos. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Oh là là, qu'est-ce que... J'ai pas suivi là. Ah oui? Et Danny Sanders alors? Alors, Danny Sanders est de retour. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour lui. Je disais qu'hier, on n'avait pas l'information. Bah oui, parce que les informations arrivent au compte-gouttes, mais on l'a eu aujourd'hui. En fait, il a eu un petit souci sur sa navigation, justement, sur son roadbook.
et on lui a recrédité 5 minutes. Oh, Donc ça change c'est tout, ça. fair play, très fair play de la part des organisateurs, parce que en fait, il a été ennuyé. Problème de tablette électronique, c'était pas de son fait. À l'époque, quand tu avais le roadbook en papier, du coup, tu pouvais revenir. Là, tu as un problème de tablette, Je veux dire, à un moment, il pouvait plus changer de case, puis ensuite, ça s'est éteint, puis ça s'est rallumé. Donc, il a estimé avoir perdu 5 minutes, et ces 5 minutes, elles lui ont été recréditées par l'organisation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie des petites polémiques, entre guillemets, ou des petites améliorations qui pourraient être faites pour l'année prochaine. Je ne sais pas si tout le monde est très satisfait d'être passé aux tablettes numériques. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Ah ouais, vraiment ? Ouais. Bon, autant je suis un tech lover, comme on dit, tous ces trucs-là, mais pour moi, le roadbook, ça marchait très bien avec le rouleau de papier. Ouais. S'il y avait une panne, tu pouvais encore le bouger toi-même. Exact. Il peut se passer tellement de trucs. Enfin, combien de fois ça nous est arrivé de devoir reboot un iPad pour que ça revienne. Alors, je ne sais pas quel est le soft là-dedans, mais qu'on ne puisse pas me dire que les roadbooks n'ont pas de soucis. T'as un crash batterie, t'as un truc comme ça. Ah, c'est clair. Les vibrations qu'elles prennent, les bécanes, mais même les voitures. Pour moi, c'est bien parce que tout est visible. Et c'est vrai que, par exemple, comme en aviation, avec tous les manos qui étaient analogiques, aujourd'hui, tu as tout qui est full Garmin et tu vois tout. Tout est ultra précis. Mais le jour où ça tombe en panne, tu n'as plus rien. Ouais. Et c'était le problème d'ailleurs, ce qu'a dit Danny Sanders. Donc il était un peu ennuyé. Mais là, c'est sa 4e victoire d'étape dans ce Dakar, la 7e de sa carrière. Chucky revient donc. Mais Chucky, aujourd'hui, il n'était pas destiné peut-être à s'imposer dans cette spéciale. Il y a eu quelques petites stratégie. C'est pas vraiment un jeu de dupes, mais on le sait, ouvrir une spéciale format marathon, notamment demain, c'est compliqué. Et donc Tosha Charina, son adversaire de chez Honda, avait fait une super spéciale. Il avait 2 minutes 30 d'avance à un moment donné, et puis il a ralenti exprès. Il l'a dit, j'ai ralenti exprès. Ah, c'est pour ça qu'il est reparti avec 15 minutes d'avance. Exactement. Et je voulais... c'est pas 15 minutes d'avance. C'est 10 plus le temps recrédité, ouais. Voilà, exactement. Et il a perdu 15 secondes seulement, Tosha Charina, dans cette étape. Donc, il se replace, évidemment, mais il ne voulait pas ouvrir et faire la trace demain. Il n'est pas si à l'aise que ça en tant qu'ouvreur et en tant que navigateur, j'allais dire. Donc, Tosha Charina, il s'est replacé 2e avec sa moto numéro 68, une Honda, 2e du général, mais donc à quasiment 15 minutes, tu le disais, de Daniel Sanders, alors qu'il était à 5 minutes seulement il y a encore 3 jours. Bah ouais, en tout cas, qui est un pilote qu'on connaît bien et qui a eu des soucis de santé, c'est Mason Klein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait une chute, non. Non, tu vas. C'est pour ça que je voulais en parler. Ouais. Conjonctivite, alors qu'il était en train de rouler à bloc. Mais en même temps, t'as vu ce qu'ils prennent dans la tête avec les masques. Exactement. La poussière, c'est sûr. Et c'est dommage parce qu'il était en tête. Il était en tête de la spéciale aujourd'hui jusqu'au 192e kilomètre. Problème de vue, donc conjonctivite. Il a été vraiment très ennuyé. L'équipe médicale est venue parce qu'il y a une équipe médicale volante qui est présente et donc elle est venue à son secours. Ils ont estimé que ça pouvait aller, mais il allait devoir ralentir parce que forcément, il ne voyait pas idéalement. Et donc, il a quand même réussi à terminer, mais à 55 minutes de la victoire. Donc, sur sa covée, c'était malheureusement une mauvaise nouvelle pour lui. Mais voilà, je voulais aussi souligner le travail des médecins qui sont sur ce Dakar et qui font un travail fantastique. Et ça ne doit pas être facile parce que c'est aussi eux qui déclarent des pilotes inaptes à rouler, alors que les mecs disent non, mais je vais rouler. C'est comme l'arceau. Mais non, mais là, le problème, en voiture, t'as l'arceau, en moto, t'as le pilote. C'est pareil. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est le fusible. Dramatique. Les Honda limitent la casse. Comme d'habitude, évidemment. Donc Tosha Charina, il aurait pu gagner la spéciale, il l'a pas fait parce qu'il n'a pas voulu la gagner. Donc il termine à 15 secondes comme ça, juste pour rigoler et pour avoir surtout la trace demain de son adversaire, évidemment Sanders. Mais les Honda, elles sont 5 dans le top 7. C'était 5 dans le top 8. Maintenant, c'est 5 dans le top 7. Et notre Français, Adrien Van Beveren, se replace. 4e à 8 minutes aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. 4e de l'étape et P6 au général. Ça, c'est top. Il revient 29 minutes quand même. Seulement à... Alors, on va regarder, minutes, ça paraît beaucoup. Oui, mais il est seulement à 3 minutes de Ross Branch, qui s'est complètement perdu aujourd'hui. Ah bon ? Il ne sait pas faire la navigation, Ross Branch. Pourtant, c'est le champion. Il est champion W2. Mais oui, W2RC en titre. Mais il n'aime pas la navigation, Ross Branch, avec cette Hero. Et donc, il s'est raté. Il est toujours sur le podium, mais donc plus que 3 minutes d'avance
sur donc le Français Adrien Van Beveren. C'est une très très bonne nouvelle donc pour Adrien, Allez. qui est 6e, juste derrière Ricky Brabec, qui s'est complètement raté aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair. Et pourtant, tenant du titre, c'est sûr qu'on l'attendait un peu plus. Mais en tout cas, Adrien, il peut revenir sur un podium. Il pourrait ramener un petit nomade, pas le Ça gros. serait pas mal. Ce serait bien, ça me ferait tellement plaisir. Ah bah ça serait. Et puis là on l'inviterait. Ah bah oui, Hein, n'est-ce Adrien, pas c'est la famille qui Voilà. regarde, en sachant que sachez qu'on veut le recevoir ici. Exactement. Et Parce notre... que- Oui, vas-y. Non, parce que je voulais justement parler de Ricky Brabec, qui, s'est complètement raté, et ça s'est joué sur 15 km. Hein. Il l'a dit. Seulement Il l'a dit. Il a dit qu'il était très bien dans cette spéciale, tout se passait bien, et puis, petite erreur de navigation, pas grand-chose, mais ça me condamne définitivement, c'est ce qu'il a déclaré. Il est toujours en course avec une moto d'un seul morceau, ça, il peut s'en réjouir. Ouais. Le problème, c'est qu'il est 5e du général à 29 minutes 13. Lui, ce qu'il vise, c'est la victoire, hein. C'est pas le podium, Ouais, lui, c'est il s'en fiche. ouais. Il était à 4 minutes seulement. Ah oui, ça fait une bonne petite descente. Ah, on est d'accord, hein, face à Sanders. Donc là, pour le coup, 29 minutes 13, c'est très très compliqué. C'est pas perdu, mais il faudra compter sur une défaillance de Sanders. Et notre cow-boy préféré aussi, Skyler Hose, qui a fait Oui. P17. Ah Donc oui, c'est loin. l'équipier de Ricky Brabec. Exact. 20 minutes 10 minutes. au général ou de l'étape? Non, de l'étape. Ah, et il a quand même pris 2 minutes 16 de bonif, mais bon, ça suffira pas grand-chose. Il était revenu 2e au général à 6 minutes hier. Et là, il retombe 4e à 27 minutes. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'entre la 3e place, alors ça, c'est au classement de l'étape. Donc, on a Sanders, Charena et Cornero, Florimo, tiens, qui sont là. Donc, on a encore le même trio à l'étape qu'au classement général. On a une KTM, une Honda et une Hero. Donc, elles sont présentes. Et puis donc, eh bien, au général, voilà ce qu'on voulait noter. C'est qu'il y a 26 minutes d'écart entre Sanders et Branch, entre le premier et le 3e. Mais entre le 3e, le 4e, oui. le 5e, le 6e Il y a et 3 même minutes. le 7e, il y a quasiment rien. Même Quintanilla, qu'on ne voit pas trop et qu'on n'entend pas trop sur ce Dakar, il est à 33 minutes contre 26 à Ross Branch. Franchement, le podium est encore possible. Mais la victoire est largement possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que P3, tu le dis, hein, il est à 26 minutes 10 et Adrien, en 6e position, à 29 minutes Il s'est 26. replacé complètement. Il y a 3 minutes, c'est que dalle. Surtout Et pour demain, Ah ben oui, parce qu'il sait très bien naviguer. mais Adrien. oui. Ça, c'est une de ses grandes donc, du forces. coup, il n'ouvre pas Non, et il va pouvoir mettre gaz en grand. exact. Il aura la trace peut-être de Brabec s'il ne se rate pas. Il Demain- aura la trace de Haas. Demain, Adrien P3. Allez, C'est au vendu. général. Hein. Oui, oui, bah Peut-être oui. même vainqueur de la spéciale, on espère. on Oui, espère. mais du coup, Adrien, demain, P3, je le dis, je le signe. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur qu'on lui... Non, mais non, ça Non, va le non, faire, mais ça tu va vois, le faire. il va pas le voir, là. Lui, Non. on le montrera après. Voilà. Je lui dirais, tu vois, je l'avais Tu vois, dit. on savait. Et oui, non, mais c'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Après, on verra s'il y a avec Tosha Charena, qui elle a 15 minutes d'avance. Ça peut aussi se faire, mais après, ça fait une demi-heure pour aller chercher Danny Sanders, qui lui est régulier. Là, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais bon, c'est le seul KTM qui vraiment fait des bonnes Ah choses. oui, parce oui. que derrière, il y a Benavides, mais il est loin, hein, Benavides. Hein, Il est très loin. Il est 7e. Donc, franchement, KTM est contente, certainement, comme marque qui est un peu en difficulté en plus en ce moment, d'avoir Danny Sanders. Hein. Ah ouais, c'est clair. Je voulais voir justement David Casteux. Ah oui, il est un peu plus loin, mais lui, ouais, il est sur ouais. Husqvarna. Hein. Ouais, ouais. Ah, du coup, je suis pas sur le bon truc. Ok, oui, non, c'est en Rallye Et 2. ben, Rallye 2, passons au Rallye 2, Rallye justement, 2. avec victoire de Tobias Epster aujourd'hui, avec une KTM, donc 6e de l'étape quand même, hein, c'est pas rien. Lui qui fait son 2e Dakar, et ils avaient donc 1 heure de réparation potentielle, les Rallye 2, contrairement aux pilotes Rallye GP qui, eux, ont fait rapidement le changement de filtre à air, changement de roue, bah non, ils peuvent pas, donc pas de changement de roue. Ils ont changement de filtre à air, ils ont peut-être changé les freins et quelques petites choses comme ça, mais ils n'avaient qu'une demi-heure. Donc C'est ça. voilà, par rapport au Rallye 2, avec Epster, toujours à la lutte face à Edgar Canet et Michael Docherty, mais là, qui a perdu gros. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, en parlant de Benjamin Melot, qui roule chez KTM, mais en mal moto. Donc autant vous dire que c'est concessionnaire du coin, et il a Ouais. mis la clé dedans. Il est 14e au classement général Rallye 2. Si on- Dingue, hein. il est évidemment 2e en mal moto. Il est 14e au classement général. C'est monstrueux. Il faut voir la performance que c'est. C'est clair. On a quand même des Edgar Canet qui sont quand même Factory Racing Team. Il est là-dedans. Mais c'est fou. C'est complètement fou. Alors Canet, il est en plus bien encadré, hein, parce que il vient du motocross, il est quand même accompagné par Coma, il fait partie de cette équipe officielle KTM, parce que je pense que l'année prochaine, on le verra en Rallye GP. Mais voilà, en tout cas, Edgar Canet, c'est un homme à suivre, donc l'Espagnol, qui est toujours leader du classement à Rallye 2. Et donc, je disais, Michael Docherty, il était dans le coup, mais là, maintenant, à 28 minutes Ouais. au général. Donc là, ça va être compliqué. On sait qu'il avait une blessure à l'épaule. Maintenant, c'est peut-être en train de se résorber un petit peu, mais il n'est pas dans des conditions idéales, on va dire. Ouais, c'est clair. En tout cas, magnifique ce qui se passe en moto et on va vraiment en parler
beaucoup plus longuement du classement Malmoto, parce que là, si Benjamin Melot continue comme ça, il peut aller chercher une victoire. Bon, là, il est un peu loin, il a 10 minutes par rapport au pilote roumain qui est en première position, qui est 12e au scratch en Rallye 2. Mais il y a moyen, en tout cas, qu'il fasse un podium, et ça, ce serait énorme. Maintenant qu'on n'a plus le quad, on a des Français qui performent en moto, que ce soit Adrien Van Beveren ou en Malmoto, là, en Rallye 2. C'est magnifique. Et attends, on a notre pilote Cové. Ce que j'allais dire, parce que en français, il y a chez Cové, c'est Nils Terrik, qui est 4e. Exact. Non, c'est bien. Suivre. On a des Français, et ça fait bien plaisir. On a fait le tour de tout. Oui. Vous étiez un peu timide sur le chat au niveau des questions, là. On est là pour ça. Ah oui, peut-être qu'on a été complet, je ne sais pas. Ah, peut-être aussi. Peut-être. On va parler de l'étape de demain, la deuxième partie de cette étape marathon, avant la fameuse journée de repos, pour nous aussi. Hein, ça fera du bien. À quoi s'attendre ? Est-ce que c'est encore plus technique ou finalement c'est le prolongement direct de ça ? C'est le prolongement, il n'y a pas ces canyons en début d'étape, mais il y aura quand même un gros mélange de terrain. C'est surtout en fin d'étape, quand on va arriver à Heil, que les cailloux vont faire leur réapparition, voilà, dans la petite infographie que l'on voit. Juste avant d'arriver dans la ville, eh ben, on se retrouve avec des mélanges un petit peu cassants et ça va être compliqué. Plus de 400 km encore. Hein. En tout, ça sera 800 et quelques kilomètres qui auront donc pu attendre les pilotes entre la spéciale numéro 4 et la spéciale numéro 5 dans cette étape format marathon. Donc là, tous les pilotes ont pu passer la nuit et vont pouvoir passer la nuit tout simplement à Alula, dans des grandes tentes, des structures qui ont été mises en place par l'organisateur. Espérons que ce soit effectivement un repos. Ouais. Non, à Alula, ce soir. Et à Heil, par contre, c'est le bivouac. Exactement. Et là, pour le coup, ils retrouveront leur camping-car pour certains. Ils retrouveront des conditions qu'ils aiment bien. Je sais qu'Adrien Van Beveren, par exemple, lui, n'a pas opté pour dormir dans la grande tente avec tout le monde. Lui, il a préféré s'isoler un petit peu. Le problème, c'est que le matin, on prend un petit peu plus de temps pour ranger sa tente, mais... Évidemment. Voilà. Et les pronostics, on nous le demande sur le chat. Pronostics difficiles, encore en auto ou en moto ? Alors, en moto, Van Beveren, P1, P3 au général, ça c'est fait. Bon, ça c'est bon. En voiture, je dirais que Alatia va revenir, mais il va revenir de combien ? Parce que devant, ça roule fort. Hein. La Tegan, il est solide. Al-Rajji, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. On va dire qu'il a compris comment fonctionnait cette fin de première semaine et qu'il a envie de rallier Heil en position sur le podium. Peut-être un Mathias Ekström, mais il a moins d'expérience. Ouais. Donc non, je dirais plutôt, victoire d'étape pour Alatia. Peut-être demain parce qu'il parle de loin. Je suis d'accord, je mettrai bien une pièce là-dessus. Et vous nous parliez aussi de la différence entre la catégorie Rallye GP et Rallye 2. C'est vrai que c'est amateur, mais pas que sur Rallye 2. En tout cas, par exemple, pour vous dire ce que fait Romain Dumontier, qui est 5e du général chez Honda, lui, il est là pour vous faire des remontées. Quand je dis vous, c'est vraiment vous. Pour Honda, ces remontées d'expérience parce qu'il a la moto Compé Client qu'on peut acheter dans sa concession. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a une moto Honda Compé Client qui est engagée dans le Dakar. Et là, il est vraiment là pour vraiment faire ses remontées pour que la moto, quand vous l'achetez, elle soit vraiment au mieux pour pouvoir faire du rallye raid. Et c'est aussi son rôle d'être là, en plus de faire P5 au scratch en rallye 2, il a aussi une mission pour nous, les clients, d'offrir une machine qui marche très bien. Et c'est vrai que les CR chez Honda, ça a toujours été des références. Et ça marche très très fort là-dessus. Ils sont très forts. Ah bah oui, non mais là, tous les constructeurs, de toute façon, sont vraiment arrivés avec des produits extrêmement développés. Et à part Cové qui justement continue de développer ses produits, mais voilà, on peut compter sur Hystérique notamment. Ils font la même chose qu'ATM, tu crois, pour les compé clients ? Le problème, c'est que maintenant, de moins en moins, parce qu'ils ont des petites difficultés, mais il y avait beaucoup de KTM engagés. Donc oui, il y a pas mal de compé clients, notamment en Rallye 2, on voit quasiment que des KTM. Donc oui, ils ont cette stratégie-là quand même d'ouvrir à d'autres, ce qui n'était pas fait forcément par Honda. Je crois qu'Yamaha le faisait beaucoup aussi, parce qu'il y avait cette cote de popularité de la part des pilotes qui voulaient rouler Yamaha. Mais Honda s'y était pas mis, donc voilà. Pourquoi pas effectivement s'y mettre, ça peut être intéressant. Juste avant d'arriver à l'étape de repos, faudra donner un dernier coup de cravache pour les différents pilotes. Mais il va faire froid à Heil, on annonce des températures négatives. C'est pas parce qu'on est en Arabie Saoudite qu'il fait 25 degrés. Hein. Donc c'est attention. Ça. Le matin, on les voit, ils sortent les blousons, il fait très froid dans le désert, effectivement. Mais on a quand même envie de connaître ça l'année prochaine. Mais évidemment. Bon, écoute, nous allons terminer là ce soir. Bien sûr. Et nous nous retrouverons demain à même endroit, même heure, pour une nouvelle
Émission sur le Dakar avec BF Goodrich. On espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne journée pour demain. Et puis on se retrouvera en espérant avoir une victoire d'Adrien Van Beveren. Et puis qu'il y a un Xavier de Soutré qui va remonter de voilà. toutes ses forces. Et un Mathieu Serradori. Allez, Ah, mais Mathieu, on se fait une c'est clair. journée française. Ah ouais, demain. tu sais quoi, Mathieu Serradori, Non, voilà. c'est vraiment... Si, moi j'y crois, moi je suis pro-français. Je sortir bientôt les drapeaux là. D'accord. Bon allez, c'est cool en tout cas, c'est passionnant. À demain. Et comme je le dis tous les jours, maintenant ce sera la tradition. Vive le Dakar. Salut. Ciao, ciao.